Bonjour et bienvenue à tous. Donc, nous allons en effet commencer ces travaux. Je voudrais remercier, outre la Fondation du Collège de France, Benoît Gauthier, qui est le directeur scientifique du groupe de recherche en épistémologie, qui a donc organisé ces deux journées, aujourd'hui et demain, qui se tiendront et en anglais et en français. Nous avons souhaité que les deux langues du colloque soient le français et l'anglais, et que le français soit bel et bien présent aussi, attestant, je pense, de la vitalité des recherches menées dans l'épistémologie contemporaine la plus vive par un certain nombre d'épistémologues français, ou à tout le moins francophones. Donc je suis très, très heureuse de commencer nos travaux ce matin en essayant de vous donner quelques indications un petit peu sur le mode de la provocation, comme vous l'avez vu, à propos de la question donc de savoir si cela a un sens de se présenter comme un faillibiliste radical. Il y a tout un monde entre la connaissance faillible et l'absence totale de connaissance, observait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle Charles Sanders Peirce, à qui l'on doit sans doute la première formulation précise du faillibilisme contemporain. Comment éviter la folie que constitue tout autant le scepticisme radical, quelles que soient ses formes, n'est-ce pas, que le dogme de l'infaillibilité, dont Peirce pense pour sa part qu'on doit simplement la laisser au pape. En tout cas, tel est le défi de celui qui veut donner corps à l'hypothèse faillibiliste. Sans doute le faillibilisme est-il aussi ancien que le stoïcisme, par exemple, ou que le scepticisme, Sextus Empiricus présentant Carnéade, par exemple, dans les Esquisses pyrrhoniennes, vous en souvenez, comme bel et bien le défenseur d'une sorte de faillibilisme, c'est-à-dire en premier lieu comme quelqu'un qui remet en cause l'idée selon laquelle la connaissance doit impérativement reposer sur des fondements infaillibles, infaillibles au sens où ils excluent toute possibilité d'erreur. Que les dix fondements, n'est-ce pas, ce soit des idées claires et distinctes, des sense data premiers, des impressions cognitives ou autres. Le faillibilisme, selon une première acceptation, est donc à l'opposé, on le sait, d'une telle manière de considérer les choses. L'idée de base du faillibilisme, comme le rappelle Baron Reid, c'est que, je le cite, le sujet peut connaître quelque chose quand bien même celle-ci aurait été fausse. Ce qui n'est évidemment pas la même chose que de dire que le sujet peut connaître quelque chose de faux. De façon générale, tout philosophe digne de ce nom considère que si une croyance est une connaissance, alors elle est vraie. Ce que le faillibilisme essaie plutôt de dire, c'est qu'une croyance qui a bien tout de même un certain statut épistémique, donc il s'agit de déterminer, n'est-ce pas, peut être une connaissance, quand bien même le sujet aurait pu soutenir cette croyance avec les mêmes raisons ou fondements dans des circonstances où la croyance est fausse, et où donc, naturellement, dans ces circonstances, la croyance ne vaudrait pas pour connaissance. En d'autres termes, le fondement épistémique qui est suffisant pour que l'on parle de connaissance, que l'on entende une fois encore par fondement, grounding, des raisons, des preuves empiriques, des propriétés de type externaliste comme la fiabilité que l'on peut invoquer, n'exclut pas impérativement la possibilité de l'erreur. Bon. Même si l'infaillibilisme a connu dans l'histoire ses heures de gloire, c'est bel et bien l'acceptation du faillibilisme, comme l'a noté Stuart Cohen, qui
est devenu aujourd'hui quasiment universel, qui ne se dit pas faillibiliste. Et il y a au moins, au fond, deux raisons fondamentales à cet engouement quasi universel pour le faillibilisme. Une raison qui a d'abord trait au fait que l'infaillibilisme apparaît de plus en plus comme, au fond, une conception par trop restrictive de la connaissance. Nos facultés cognitives étant imparfaites, il n'y aurait donc aucun moyen de satisfaire aux exigences d'une telle conception de la connaissance. Si c'est ce que nous attendons de la connaissance, qu'elle soit infaillible, eh bien nous sommes sans doute en assez mauvaise posture. Or, nous sommes obligés de constater, dans le même temps, que nos facultés sont, somme toute, assez bonnes et qu'elles nous permettent de parvenir à un certain nombre, tout de même, de succès. Le faillibilisme, en tout cas, semble mieux adapté, n'est-ce pas, à une forme de connaissance, dirons-nous, modeste, en termes de succès, ou de ce que j'ai pu appeler moi-même sous forme d'humilité raisonnée, si vous voulez, pas d'humilité ramséienne, mais d'humilité raisonnée. Donc c'est une première bonne raison, me semble-t-il, de dire qu'il vaut mieux essayer plutôt de trouver le moyen de défendre une position plutôt faillibiliste qu'infaillibiliste. Une deuxième raison, de prime abord, vous voyez, peut-être en tout cas au moins une intuition forte qui est la nôtre, c'est que, au fond, l'infaillibilisme se prête assez mal à non seulement la quantité de connaissances que nous pensons avoir, mais aussi à la variété même de ces connaissances. Par exemple, comme dit Baron Reid, l'une des choses que je tiens pour acquise le plus souvent, c'est que le jaguar est le plus gros chat qui existe aux États-Unis. Mais si maintenant quelqu'un me demandait sur quoi je fonde cette connaissance, de telle manière qu'elle soit infaillible, par exemple en indiquant tel ou tel élément de l'expérience qui pourrait tenir lieu, n'est-ce pas, de preuves empiriques, bien, je serais évidemment totalement perdu, je serais bien en peine de l'indiquer. Non seulement je ne me souviens pas de quelle manière j'ai acquis cette croyance, et si j'ai une conception minimalement fiabiliste de la connaissance, n'est-ce pas, si je considère que je dois rendre des comptes sur la manière dont je suis parvenu à connaître telle ou telle chose, alors évidemment, je suis en mauvaise posture. Mais de surcroît, si quelqu'un commence à m'interroger là-dessus, il me semble aussi assez rapidement que, au fond, je pourrais commencer à douter du bien fondé de ce que je crois, et même clairement envisager que cette croyance puisse être fausse. Donc, j'ai bien acquis cette croyance, mais après tout, il se pourrait tout aussi bien qu'elle soit fausse. Ce n'est pas sincèrement ce que je pense. N'oublions jamais que lorsqu'on croit quelque chose, il y a une sorte de forme de sincérité ou d'assertivité inhérente, coextensive à la croyance, n'est-ce pas ? Mais aussi sincère que je pense là, je ne serai pas non plus épouvantablement surpris, n'est-ce pas, que la croyance en question soit fausse. Bon. Donc, deuxième raison, vous voyez, pour laquelle, bon, je suis quand même assez intuitivement porté d'entrée de jeu à opter plutôt pour une approche faillibiliste qu'infaillibiliste de la connaissance. Venons-en, si vous le voulez, aux deux formulations les plus communes à partir de là d'une position faillibiliste. Le plus souvent, celui-ci se formule selon une première formulation. Je suis toujours l'exposé que propose Baron Reid, qui a beaucoup écrit de choses, à mon sens, tout à fait pertinentes et fines sur le faillibilisme.
on dira qu'une personne S sait que P d'une manière faillibiliste, simplement au cas où S sait que P, sur la base d'une certaine justification J, et pourtant la croyance de S que P sur la base de J aurait pu être erronée ou fausse. La justification, une fois encore, pouvant s'entendre au sens de relations évidentielles, de relations modales, comme la sensibilité ou la sûreté des propriétés, fiables ou, comme on voudra, selon la conception que vous préférez adopter de la connaissance. Par exemple, je sais que l'équipe A a battu l'équipe B la dernière fois qu'ils ont joué, je le sais parce que mon frère l'a dit, et mon frère, d'ordinaire, est fiable sur ce genre de choses. Mais supposons qu'il ait mal lu les résultats dans le journal, je n'en aurais pas moins continué à le croire, n'est-ce pas? En ce cas, ma croyance aurait été soutenue avec la même justification, mais ma croyance aurait été fausse. Ce genre de cas étant possible, la connaissance que j'ai vraiment, donc lorsque mon frère n'a pas mal lu les résultats, est dite faillible. Selon une deuxième formulation du faillibilisme, nous dirons que S sait que P de manière faillibiliste uniquement dans le cas où S sait que P sur la base d'une certaine justification J, et pourtant J n'implique pas, au sens de la relation d'entailment, n'est-ce pas, ou ne garantit pas P. Pour reprendre l'exemple que je viens de donner, c'est bien le témoignage de mon frère qui me permet de savoir que l'équipe A a battu l'équipe B, mais le fait que ce soit mon frère qui me le dise n'implique pas que ce soit le cas. Son témoignage est tout à fait consistant avec le fait que l'équipe A aussi ait pu battre l'équipe B, consistant aussi avec d'autres possibilités, n'est-ce pas, épistémiques. L'équipe B peut avoir battu l'équipe A, il se peut que malgré cela mon frère ait mal lu les résultats, ou ait même, ce qui, bien que ce ne soit pas dans ses habitudes, proféré en la circonstance un mensonge. Bon. Donc ces deux formulations du faillibilisme, pour beaucoup, ont l'air équivalentes, selon du moins l'analyse standard de l'implication. Dire que J implique P, c'est dire qu'il est impossible que J soit vrai et que P soit faux. Ainsi, nier que J implique P, comme le fait la seconde formulation, c'est dire qu'il est possible que J soit vrai et néanmoins que P soit faux. Et c'est tout simplement ce que dit aussi la première formulation. S pourrait avoir une justification J, même dans les cas où il est faux que P. Mais voyez, ces deux formulations, comme le dit fort justement Reid et d'autres épistémologues le font évidemment aussi remarquer, c'est un des points les plus difficiles que rencontre évidemment un faillibiliste de quelque nature qu'il soit. Aucune de ces formulations ne permet de rendre compte de la connaissance faillible relative aux vérités nécessaires. Donc, si cela est exact, alors peut-être qu'il faut reprendre la formulation du faillibilisme et peut-être même chercher ailleurs, en tout cas que dans la relation d'implication, où serait une manière de répondre à la difficulté. Pour beaucoup, une manière de contourner l'obstacle, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est évidemment de repenser la question en termes essentiellement probabilistes. Bon. Mais avant même d'en parler, je voudrais essayer de, pour reprendre justement les choses au point où elles sont, dans les difficultés que nous avons déjà repérées au sein de ces deux premières formulations, revenir au fond sur la manière dont, à l'époque moderne, Peirce a essayé lui-même de résoudre un certain nombre de ces difficultés et de rendre compte aussi de ces intuitions, donc vous voyez, parfois opposées que nous avons sur l'infaillibilité, la faillibilité, la probabilité, l'indubitabilité, la certitude, subjective ou objective, de nos croyances,
et donc de voir si la position qu'il défend nous offre quelques grilles de lecture qui pourraient être, vous voyez, sur un certain nombre de points fructueuses. Une fois encore, même si le faillibilisme n'est pas une position récente, on s'accorde en effet à dire que sa réflexion commence vraiment avec Peirce, dont les analyses se focalisent certes sur la connaissance scientifique, et Popper d'ailleurs ne s'y était pas trompé, qui avait essayé de reprendre un certain nombre des analyses de Peirce, mais elles ont également trait à nos croyances et à la connaissance en général. Comme l'avait noté dès 1979 Susan Haack, ce que montre clairement la critique que fait Peirce de l'épistémologie cartésienne, c'est que le faillibilisme est introduit dans son esprit comme une manière d'éviter les deux facettes supposément exhaustives de l'alternative que constitue d'un côté le dogmatisme cartésien, qui est pour Peirce d'une certaine manière le paradigme même de, si vous voulez, de la position infaillibiliste dogmatique, et de l'autre le scepticisme absolu. Autre position, d'ailleurs, autre version, n'est-ce pas, du dogmatisme. Et Peirce adopte le faillibilisme en quelque sorte comme une position médiane, une voie moyenne idéale entre le dogmatisme et le scepticisme. Le faillibilisme ici est donc en apparence du moins, vous voyez, conçu comme un moyen terme entre deux extrêmes. L'extrême sceptique, d'un côté, lequel n'est pas difficile à caractériser. Pour nous autres, êtres humains, la connaissance est tout bonnement impossible, auquel cas, n'est-ce pas, nous sommes en permanence confrontés à ce que Trent Doherty, dans un article qu'il avait réalisé sur le faillibilisme il y a quelques années, appelait des affirmations, des propositions sous-assertives. Bon. Mais, et bien entendu, il y a aussi à l'inverse plusieurs manières de surasserter, et ces manières représentent plutôt alors une famille d'extrêmes dogmatiques, le dogmatisme étant la position sous laquelle on peut ranger le fait qu'on insiste bien sur la certitude, sur l'infaillibilité, sur l'incorrigibilité, ou encore sur le fait que l'on ignore purement et simplement les arguments sceptiques. Donc, vous voyez, la question que je voudrais surtout examiner, c'est celle de savoir si le fait de concevoir le faillibilisme comme une voie moyenne entre deux extrêmes n'est pas plutôt elle-même une forme d'extrémisme, et si tel est le cas, elle a néanmoins lieu d'être telle. En d'autres termes, est-ce que Peirce finalement n'a pas raison de se dire un faillibiliste radical? Qu'est-ce que cela implique? Et a-t-il de bons arguments en faveur d'une telle position? Donc en le suivant, je défendrai la thèse, premièrement, selon laquelle on ne doit pas avoir peur du faillibilisme, deuxièmement, qu'en fait on doit le défendre, et le défendre sur une base radicale, et donc ne pas le tenir pour une voie moyenne entre le dogmatisme et le scepticisme, mais comme autre chose. Je soutiendrai enfin qu'au lieu de nous menacer de sombrer dans le scepticisme, c'est au contraire la seule manière de trouver des parades efficaces et au scepticisme et au dogmatisme, et de proposer une approche originale et féconde de la connaissance. Alors, avant de préciser en quoi consiste le faillibilisme radical, revenons encore un peu, si vous le voulez bien, sur le sens que peut revêtir le concept même de faillibilisme et sur les raisons pour lesquelles, en effet, on peut considérer que l'on a besoin d'une position de ce genre. Comme nous avons commencé à le voir, le concept peut en effet s'entendre en plusieurs sens, selon au fond les raisons ou les préoccupations que l'on souhaite mettre en avant. Trent Doherty faisait remarquer que le faillibilisme en épistémologie n'est ni identique à, ni sans lien aucun avec notre notion ordinaire de faillibilité. Dans la vie ordinaire, nous sommes forcés de conclure que les êtres humains sont prompts à l'erreur, mais la doctrine proprement épistémologique du faillibilisme vise surtout à établir la cohérence d'une position selon laquelle les humains sont bien capables de connaissance, tout en admettant
certaines limitations dans les manières humaines de connaître. Ainsi entendu, le faillibilisme peut donc être une doctrine qui a trait à cette intuition profonde de capacités cognitives limitées, de sujets humains connaissants, mais rendre plus précis le contenu de cette intuition fondamentale est la clé d'une définition adéquate du faillibilisme. Autrement dit, les agents connaissants que nous sommes des agents faillibles. Mais si le besoin profond de faillibilisme peut sembler être un défaut, au fond, constitutif de notre situation de mortel, semble bien aussi dans le même temps, comme je l'ai dit, que nous sommes capables de connaître pas mal de choses. Mais aussi que, même si nous faisons fi de ce que Russell appelait des limitations médicales de l'être humain, c'est-à-dire, même si nous faisions comme si nous lui enlevions le besoin de nourriture, de repos et autres limitations de ce genre, et le dotions d'omniscience logique, même si nous voyons en lui un agent parfaitement rationnel, tel que pour lui, au fond, le volontarisme doxastique, c'est-à-dire la possibilité pour lui de choisir ses croyances, ce volontarisme doxastique serait faux, puisqu'il serait toujours contraint par les preuves empiriques dont il dispose, rien n'empêcherait pour autant de le considérer comme à l'abri de tel ou tel malingénie cartésien, et donc d'avoir des raisons faillibles de croire. Vous voyez que le faillibilisme apparaît donc bien comme la thèse selon laquelle toute connaissance humaine est une connaissance qui se fait sur la base de raisons faillibles. Nous dirons donc que S sait de façon faillible que P s'il sait que P sur la base de raisons faillibles. Définition que nous pouvons reproduire cette fois pour la justification, donc faillibilisme relatif à la justification, thèse selon laquelle toute justification humaine se fait sur la base de raisons faillibles. Nous dirons que S est justifié de façon faillible à croire que P s'il est justifié à croire que P sur la base de raisons faillibles. Mais comme le faillibilisme peut aussi renvoyer au fait qu'il existe diverses sortes de connaissances, et en particulier que notre connaissance n'a pas toujours affaire à des vérités nécessaires, on peut évidemment s'interroger légitimement à partir de là sur le fait que les thèses dominantes ne rendent pas compte, premièrement, de façon adéquate de la connaissance faillible des vérités nécessaires, ne sont donc pas non plus des analyses pleinement générales de la connaissance faillible. Même si on peut admettre que faillibilisme et nécessité ne vont pas tout à fait bien ensemble, la plupart des connaissances que nous avons, ce sont des connaissances qui ont trait à des questions contingentes ou empiriques. En particulier, le faillibilisme peut être une doctrine concernant le caractère fondamentalement probabiliste, comme je l'ai dit, de la connaissance, ce que Fountain et McGrath appellent le faillibilisme proprement épistémique, savoir la thèse selon laquelle on peut savoir que quelque chose est le cas, même s'il reste une chance épistémique, aussi mince soit-elle, que ce ne soit pas le cas. Mais vous voyez bien que plus on entre dans le détail des possibles formulations du faillibilisme, plus la question se pose de savoir comment on va défendre au mieux ce genre de faillibilisme, de l'objection qu'il est insensé ou dément. Puisque, au fond, le faillibilisme semble autoriser des affirmations absurdes telles que « je sais que P, mais il y a une chance que non P » ou « P, mais il y a une chance que non P ». Donc, comment rendre compte des analyses, même probabilistes, du faillibilisme? En résumé, quelle que soit la forme qu'il prend, le faillibiliste va devoir affronter ces difficultés évidentes qui avaient été clairement identifiées par David Lewis concernant la doctrine, cette fois donc proprement épistémologique du faillibilisme. Je cite Lewis, « Si vous soutenez que S c'est que P, et admettez néanmoins que S ne peut pas éliminer une certaine possibilité dans laquelle non P, cela donne assurément l'impression que S finalement ne sait pas que P. Parler de connaissances faillibles, de connaissances en dépit de possibilités d'erreurs non éliminées, sonne tout simplement contradictoire. »
Lewis accorde que d'une certaine façon, le faillibilisme est la bonne attitude, puisque le dogmatisme ne semble pas une position tenable. Vous voyez, on est toujours pris en tenaille entre cette alternative. Mais on doit aussi conclure que même s'il est préférable au scepticisme, il est inconfortable. Et Lewis identifie bien le problème central qui se pose à lui. Comment peut-on maintenir, je cite Lewis, la vérité qu'il y a dans le faillibilisme sans tout donner aux sceptiques? How can one maintain the truth there is in fallibilism without giving everything to the skeptic? Comme David Lewis l'a souligné, si nous n'associons pas la connaissance avec l'infaillibilité, c'est un point sur lequel Julien Dutemps a aussi beaucoup insisté, je pense dont il va reparler, semble bien que nous soyons bloqués entre les rochers du faillibilisme et les tourbillons du scepticisme, et les deux ont un air dément, insane. Alors, pour sa part, Lewis croit que l'adoption du contextualisme en matière de connaissance nous permet de contourner le choix entre faillibilisme et scepticisme, car la sémantique contextualiste de savoir peut expliquer l'étrangeté du faillibilisme, sans nous faire sombrer dans le scepticisme. Mais comme l'ont montré certains, de façon, je crois, assez convaincante, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, je l'ai fait ailleurs, notamment Jason Stanley, c'est qu'au fond, le contextualisme a supposé d'ailleurs que la position soit convaincante elle-même, n'est pas le seul type de position qui empêcherait un faillibiliste de sombrer dans le scepticisme. Comme le dit Stanley, le défi qui se pose alors à l'avocat non contextualiste du faillibilisme, c'est d'expliquer, en effet, l'étrangeté des thèses que discute Lewis sans épouser le contextualisme. En d'autres termes, le défi consiste à expliquer pourquoi il semble que parler de connaissances faillibles est étrange, sans contester la vérité du faillibilisme ou adopter le contextualisme. Alors, je ne crois pas que la position de Stanley évite certains problèmes qui ont à voir avec notamment la manière dont il donne trop, selon moi, à l'empiètement pragmatique, mais surtout, il ne va pas assez loin dans ses arguments en faveur du faillibilisme, et c'est donc la raison pour laquelle je proposerai de revenir aux suggestions de son premier défenseur, Peirce. Peirce définit le faillibilisme de manière très vaste, vous allez le voir, puisqu'il commence par l'identifier à la thèse selon laquelle la connaissance n'est jamais absolue, mais s'écoule toujours, nage toujours, pour ainsi dire, dans un continuum d'incertitude et d'indétermination. Il considère qu'on ne peut jamais être certain, non pas de ne pas parvenir à la connaissance, mais de parvenir à une connaissance parfaitement sûre. Autrement dit, il prend soin, vous voyez, de distinguer des degrés dans la certitude et pas seulement de considérer que la certitude, c'est quelque chose qui va nécessairement d'emblée de pair avec quelque chose comme ou l'indubitabilité ou l'incorrigibilité. N'est-ce pas ? Bon. Sur nombre de questions, Peirce considère que nous sommes parvenus en fait à l'opinion finale et que le plus souvent en fait, les croyances qui sont établies sont les meilleures croyances possibles que nous puissions avoir, à tout le moins dans les termes des preuves empiriques dont nous disposons. C'est pourquoi nous devons nous placer dans la position de celui qui dit « Il vaut mieux laisser la philosophie suivre une méthode scientifique parfaitement prédéterminée, bien avant de savoir à quoi elle conduira. Si on suit cette façon de faire, honnêtement, scrupuleusement, les résultats auxquels on parvient, même s'ils ne sont pas entièrement vrais, même s'ils sont grossièrement erronés, ne peuvent qu'être éminemment utiles pour la découverte ultime de la vérité. Dans l'intervalle, nous pouvons dire « Oh, eh bien, la science philosophique n'a en aucune manière dit son dernier mot, et dans l'intervalle, je continuerai à croire ceci ou cela. » Autrement dit, comme Quine, Peirce pense que la science est quelque chose qui ne se tient pas sur le socle solide des faits, mais qui marche en quelque sorte sur un marécage et dont on peut seulement dire « le terrain tient bon pour le moment, je vais m'arrêter là,
jusqu'à ce qu'il commence à céder. Vous voyez, c'est ce qui anime vraiment l'esprit général du faillibilisme. Aussi, le fait que nos croyances soient de fait le plus souvent indubitables. Quand je dis de fait indubitable, c'est-à-dire non pas du tout de jure, mais de fait parce que, pour des raisons très importantes, Peirce considère qu'on doit distinguer le doute de papier ou le doute philosophique, le doute de cabinet et le doute authentique, c'est-à-dire que pour qu'on puisse véritablement dire que des croyances peuvent être mises au doute, il faut que nous ayons des raisons réelles d'en douter. Si nous ne disposons pas de ces raisons, alors, en effet, nous devons considérer que les croyances sont, for the time being, vous voyez, tant que nous n'avons pas de raison authentique de fait, indubitables. Mais vous voyez que l'indubitabilité, là encore, c'est une indubitabilité, si vous voulez, de fait, et qui repose d'ailleurs chez lui sur une forme de philosophie du sens commun, mais une philosophie du sens commun qui est en permanence doublée d'une forme de criticisme extrême, puisque à tout moment, il peut se faire que je rencontre une expérience récalcitrante qui m'oblige à renverser, de bout en bout, la cherté de toutes mes croyances. Vous voyez, donc l'indubitabilité, une fois encore, n'est jamais que de fait, même si nous devons en effet considérer que pour le moment, nos croyances sont le mieux que nous puissions avoir. Bon. Alors, donc, le faillibilisme, le fait que nos croyances soient de fait le plus souvent indubitables, et donc que nombre d'entre elles est un vague irréductible qui rend le concept de vérité d'ailleurs redondant avec celui de croyance, n'implique pas qu'elle le soit de jure. La vérité ne dépend pas de ce que l'on croit, ni de la conviction avec laquelle on croit, du reste. C'est pourquoi l'idée même de certitude subjective, si vous voulez, pour Peirce, serait assez peu efficace en la matière. Il verrait ça comme une forme justement de la méthode a priori ou de la méthode subjective, si vous voulez, de fixation de la croyance. Et donc n'est pas la bonne. Donc, ce que l'on croit, ce que l'on est justifié à croire, c'est ce qui suit le contrôle de la raison et les leçons de l'expérience. Aussi, le faillibilisme reste-t-il la seule position théorique possible, à la fois d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue ontologique. D'abord parce que toute science montre qu'elle est simplement probable et non pas nécessaire. C'est le laboratoire, dit Peirce, qui m'a appris que 3 choses sont impossibles à atteindre par le raisonnement: la certitude absolue, l'exactitude absolue, l'universalité absolue. En outre, notre connaissance n'est pas simplement probable. En fait, on ne peut partir que de la probabilité, élaborer une vraie logique de la consistance, de la logique humaine de la vérité. Pour Peirce, comme pour Ramsay, une telle logique n'est en rien, au demeurant, une logique de seconde zone. Mais ce qui est caractéristique, vous voyez aussi, de la connaissance, c'est son caractère conjectural et foncièrement provisoire. Si la connaissance était seulement rapprochée, on pourrait identifier le résultat ou la vérité avec une valeur plus ou moins raffinée, comme la valeur de pi. Or, même si Peirce est parfois tenté par une telle solution, au moins dans la mesure où aucune confirmation ne peut accroître la probabilité qu'une proposition soit vraie, elle peut au moins accroître notre confiance dans le fait qu'elle soit vraie. Mais même en ce cas, Peirce prend la précaution d'ajouter qu'un simple contre-exemple suffirait pour falsifier la proposition. Bref, à aucun moment nous ne pouvons exclure la possibilité que notre croyance soit fausse. Vous voyez, ce qui est, si vous avez bien noté, l'une des conditions foncières, n'est-ce pas, de la position faillibiliste. Mais le faillibilisme est chez lui d'autant plus fort qu'il n'est pas simplement épistémologique, mais ontologique. Épistémologiquement parlant, donc, cela veut bien dire qu'une observation empirique ne nous permet jamais de conclure que les lois physiques sont exactes. Au contraire, tout montre qu'elles ne le sont pas. Identifier donc la connaissance et la connaissance certaine excède nos pouvoirs. Le second ordre de l'induction infère seulement qu'une théorie ressemble beaucoup à la vérité, parce que nous sommes si loin d'être autorisés à conclure qu'une théorie est la vérité en soi,
que nous ne pouvons jamais ne serait-ce que comprendre ce que cela signifie, dit-il. Vous voyez, le scepticisme dogmatique est une position intenable, aussi bien une position comme celle qui nous ferait dire, par exemple, que un certain nombre de phénomènes rendent certaines assertions absolument impossibles, tout comme des assertions qui nous feraient conclure à une quelconque formulation ultime et parfaite, ou encore celle qui nous ferait soutenir qu'une telle chose ne peut être connue ou que tout est inexplicable. Vous voyez, là, il y a là aussi une forme, au fond, de dogmatisme du scepticisme que Peirce n'est absolument pas prêt à admettre. Vous voyez que le scepticisme dogmatique est une position intenable et que ce que nous devons dire plutôt, c'est quelque chose comme « nous avons des raisons de penser, le plus souvent, que la plupart de nos opinions scientifiques sont correctes. En outre, c'est ce que prescrit l'économie de la recherche. Simplement, une proposition peut toujours être réfutée et abandonnée du jour au lendemain, tant en raison de l'évolution de la pensée qu'en raison de l'évolution des lois de la nature. Après tout, une théorie qui serait absolument démontrée ne serait tout bonnement pas une théorie scientifique. En ce sens, il est probablement plus sûr de dire que le faillibilisme ne cherche pas du tout à dévaluer la connaissance, mais plutôt qu'il constitue un rempart contre le dogmatisme et le scepticisme dogmatique, qui ne sont en définitive, l'un comme l'autre, que des formes paresseuses, vous voyez, de la connaissance. Mais comme je l'ai dit, le caractère provisoire de la connaissance dépend aussi de l'indétermination à l'œuvre dans la nature. Pour Peirce, le faillibilisme épistémique va donc de pair avec l'indéterminisme ontologique et même un indéterminisme extrême. À supposer que notre connaissance progresse, elle ne parviendrait jamais à éliminer l'indétermination fondamentale des choses, qui n'est que le reflet des fluctuations des phénomènes naturels. C'est pourquoi, à la fin, c'est sur le travail de la métaphysique que Peirce appelle sunéquiste, réglée par le principe selon lequel toutes les choses nagent dans des continua, mais aussi de la métaphysique tuquiste, qui donne une place irréductible à la spontanéité du hasard, que se fonde le faillibilisme. À certains égards, nous pouvons même dire que le principe de continuité, dit Peirce, est simplement, je le cite, l'idée du faillibilisme objectivé. Si l'indétermination, vous voyez, ne vient donc pas seulement de notre ignorance, de notre imperfection, mais aussi de notre nature, de l'inexactitude des lois et de la réalité objective du hasard, autant que de celle du continuum, si notre incertitude a une contrepartie objective, on voit plus aisément pourquoi, quand bien même nous aurions atteint la vérité, nous ne pourrions même pas le savoir. Nous pouvons certes espérer que nos hypothèses se rapprochent toujours plus de la vérité si nous poursuivons assez longtemps nos enquêtes, et une fois encore un tel esprit intellectuel, un tel espoir, intellectuel est une exigence rationnelle, mais aussi justifié, nécessaire et même vivant que soit cet espoir, nous devons rester conscients du fait que nous pouvons seulement dire d'une théorie qu'elle ressemble beaucoup à la vérité, que nous ne sommes tout simplement même pas autorisés à conclure qu'elle l'est, si tant est que cette compréhension même puisse vouloir dire quelque chose. Donc vous voyez que si, par exemple, la théorie peircienne de la vérité veut dire quelque chose, si elle est compatible avec le faillibilisme, c'est donc parce qu'en dernière analyse, le pragmatisme appelle, en tout cas dans la modalité qu'en propose Peirce, appelle une ontologie et une métaphysique scientifique et réaliste du vague. Il n'est donc pas surprenant que certains aient pu aussi conclure que Peirce n'était séparé du scepticisme que par un cheveu. Voilà qui vous donne une idée de la radicalité, n'est-ce pas, de la position. En vérité, Peirce dit que si le faillibilisme est correct, alors il ne doit souffrir aucune exception. Ce qui veut dire, vous observerez au passage, qu'il doit aussi s'appliquer à lui-même. Et c'est ce qui explique pourquoi Peirce dépeignait toute son entreprise philosophique comme étant issue d'un faillibilisme contrit, combiné à un éminent espoir dans la réalité de la connaissance et un désir intense de découvrir les choses. Fin de citation.
Alors, je n'aurai pas le temps, dans le cadre de l'exposé, mais peut-être pourrons-nous passer à question à certaines précisions, de vous dire en quoi il me semble que cette position faillibiliste radicale nous permet en réalité d'éviter un certain nombre de difficultés auxquelles sont confrontés et le dogmatique de type indubitabiliste ou infaillibiliste, mais d'autre part aussi toutes les formes que peut revêtir le scepticisme, que ce soit la forme du dogmatisme que je viens d'évoquer, mais que ce soit aussi une forme plus urbaine et plus subtile qu'est le néo-pyrrhonisme. Mais vous voyez que si Peirce a raison, comme je crois avoir essayé de le montrer longuement, alors peut-être que loin que nous imaginions, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a des discussions aujourd'hui entre l'infaillibiliste et le faillibiliste, que le faillibilisme est quelqu'un, au fond, qui, grosso modo, est une forme d'épistémologue mollasson pour qui tout va du moment que, justement, nous admettons que, après tout, les choses sont faillibles, nous ne connaissons pas tout, nous pouvons éventuellement, au mieux, établir un certain nombre de probabilités qui nous permettent quand même d'asseoir un petit peu notre position faillible. Je pense que le faillibilisme n'est pas forcément une position qui manquerait d'un certain nombre d'extrémités et de caractères. Et comme je pense que la seule manière de défendre une position qui tienne la route en épistémologie, ce n'est certainement pas de défendre une position qui soit à base de compromis ou particulièrement tiède. Il me semble qu'on peut défendre une position à condition évidemment d'assortir celle-ci non seulement d'une analyse des conditions de possibilité de la connaissance elle-même, d'une analyse des conditions de possibilité du doute lui-même. On peut parfaitement essayer d'élaborer une forme radicale de faillibilisme qui nous met beaucoup plus si vous voulez, en position d'aplomb concernant un certain nombre des difficultés que j'ai évoquées. Je ne veux pas dire pour autant qu'on élimine l'une des questions brûlantes que j'ai évoquées pour commencer, à savoir la question redoutable de savoir que se passe-t-il si nous adoptons le faillibilisme du statut des vérités nécessaires. Je crois que la meilleure preuve de la difficulté de la position tient d'ailleurs dans l'ambiguïté que Peirce avait lui-même relativement à cette question du statut des vérités, de la nécessité des vérités mathématiques, oscillant en permanence entre justement la question de savoir s'il était possible d'en douter ou s'il était absolument impossible de les remettre en cause. Je crois que ceci montre à quel point quelques positions que l'on adopte sur cette question, si l'on est infaillibiliste, appellent certainement une réflexion extrêmement pointue. Je pense que c'est l'une des questions, plus encore que la question touchant aux difficultés liées au principe de clôture et à la position d'une conception probabiliste correcte qui irait de pair avec le faillibilisme, qui est certainement la plus difficile à défendre. Voilà, je vous remercie.